L'hiver québécois est bien entamé quand je rencontre l'artiste René Derouin dans son atelier des Laurentides. Son impressionnant travail de création m'intéresse depuis déjà plusieurs années. Mais aujourd'hui, je suis venue lui parler de la ville de Mexico. René a voyagé dans la capitale mexicaine pour la première fois à l'âge de 19 ans. C'était en 1955. Bien là, je suis parti pour le Mexique parce que il n'y a personne de mes amis qui faisait des choses comme ça. Pourquoi partir pour le Mexique? Il y a des artistes qui ont fait ça peut-être avec la France, sont devenus un peu français, puis canadiens. Moi, il y a une part de moi qui est dans l'âme, qui est mexicaine. Au cours des 60 années qui ont suivi, le territoire mexicain est devenu pour lui un haut lieu d'inspiration. Il produit des œuvres teintées par l'imagerie précolombienne, mais aussi par ses observations d'un Mexique plus actuel, métissé et bousculé. René s'exprime par la gravure, le dessin, la sculpture et par des murales monumentales installées un peu partout à travers le Québec, mais aussi au Mexique. On a une telle ignorance de l'Amérique qu'on est aliéné à l'endroit où on habite. René aime le dire. Le Mexique, c'est un territoire qu'on doit absolument connaître mieux, surtout aujourd'hui, alors qu'on érige et fortifie des murs pour nous en éloigner. Il s'apprête à retrouver la capitale mexicaine pour s'imprégner de son histoire et développer un nouveau projet artistique. Je trouve que l'occasion est parfaite pour me joindre à l'aventure. J'irai avec ma caméra témoigner de son processus de création, mais aussi comprendre ce que devient cette ville qui est souvent réduite à de tristes clichés. Nous atterrissons dans le climat tempéré de mégapole, juché à plus de 2200 mètres d'altitude. On est bien loin du Mexique des formules tout inclus et de ses plages brûlantes. Florissante, gastronomique, moderne et culturelle, la capitale s'offre comme une belle aventure urbaine. René, accompagné de sa femme Jeanne, amorce quelques semaines de recherche et de création. C'est un grand privilège d'être ici avec lui et de savoir qu'au bout de son séjour va certainement naître un projet. Je viens de mon côté rencontrer des gens de tous les horizons pour en apprendre sur cette ville. Je ne sais pas à ce moment-là que Mexico va complètement m'absorber et me donner envie de revenir encore et encore. 600 ans d'évolution et de révolution qui font de ce territoire le cœur vibrant des Amériques. Dès qu'on pose le pied dans cette mégapole tentaculaire, il n'y a pas de doute, on est bousculé. Par les sons, par le mouvement incessant autour de soi, mais aussi par les petits havres de tranquillité qui nous surprennent au détour d'un boulevard achalandé. Il y a près de 22 millions d'êtres humains qui habitent la vallée de Mexico. On les surnomme les Chilangos. Ils sont issus de toutes les classes sociales et circulent d'un quartier à l'autre sur ce territoire de 1500 km². Hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Vidas ricos, tamales oaxaqueños. Je me rends aux quatre coins du vaste territoire pour entendre quelques Chilangos parler de cette capitale qui éveille les passions. Avec la selva. Es una ciudad multifacética. Es una ciudad que te puede dar todas las caras que tiene todo lo que hay, lo bueno y lo malo del mundo.
la ciudad, más que nada los museos, la artesanía. Tenemos la catedral, que es lo más, que es el corazón de la ciudad. Entonces es donde primero es donde deben de llegar a conocer. Ce que j'aime d'ici, c'est la diversité, parce qu'ici, il y a personne de tous les... Par ailleurs, ici, par exemple, Oaxaca, Guerrero. La Ciudad de México es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, es una de las ciudades más antiguas del mundo, es una de las ciudades más habitadas del mundo, es una de las ciudades más alucinantes del mundo. La Ciudad de México tienes de todo. O sea, hay, te digo, estos contrastes, hay estas diferencias tremendas, pero a la vez es una ciudad llena de posibilidades. Es una ciudad que tiene una enorme oferta cultural. Somos la ciudad que tenemos más museos en el mundo. Somos la ciudad que tenemos el parque, uno de los parques más grandes en el mundo dentro de la ciudad. ¿Cuántas gente viven en Canadá? En todo Canadá... A ver, Rey, si nosotros tenemos, princesa, 22 millones en la Ciudad de México, puede ser un país, pero es una sola ciudad. Por eso es tan complejo vivir en ella. Il y a trop de personnes. Nous sommes beaucoup ici. Non, c'est difficile pour les personnes parce que toujours il y a des problèmes sociaux. Es una ciudad fascinante, evidentemente fascinante, con muchas cosas por resolver. Sí. También. La Ciudad de México es una dualidad, como el mundo prehispánico, ¿no? La oscuridad y la luz. Mexico, c'est la ville de tous les espoirs et de tous les désespoirs. Elle est divisée en 16 délégations aux réalités dramatiquement contrastées. Dans certains quartiers, on fréquente des poches de pauvreté où la violence fait tristement partie du quotidien. Puis, on peut aussi rapidement se retrouver dans des secteurs aisés où la population semble à l'abri du chaos urbain. Je constate que la richesse de cette capitale grandiose se trouve justement dans cette humanité dense qui cultive une histoire fascinante, remplie de déchirures et de métissage. Mexico a d'abord été fondée par les Aztèques en 1325 sous le nom de Tenochtitlan. Difficile à croire aujourd'hui, mais la ville était alors constituée d'un ensemble d'îlots sur un lac qu'on appelait Texcoco. Ce territoire a été le siège de l'Empire aztèque pendant 200 ans, jusqu'à l'arrivée d'Européens qui sont venus bouleverser leur règne. J'ai eu la chance de discuter avec l'historien québécois Maurice Demers, un passionné du Mexique, qui m'a expliqué comment s'est déroulée cette rencontre. Tenochtitlan est une ville d'entre 150 et 250 000 habitants, avec justement une organisation urbanistique. Et les Espagnols ont été très impressionnés de cette ville. D'une part, c'était la plus grande ville qu'ils avaient jamais vue de leur vie. C'était beaucoup plus grand que Séville, par exemple. Ville qui était un petit peu comme une Venise, hein, parce que c'était avec des canaux. Tout le lac n'était pas asséché à cette époque-là, donc on devait se déplacer en barque. La rébellion des Aztèques n'a pas tardé à se faire sentir à l'égard de ces étrangers. Mais ils n'auront finalement pas le dernier mot. En 1521, Hernán Cortés et ses troupes ont fini par ravager Tenochtitlan pour bâtir sur ses ruines encore fumantes la capitale de la Nouvelle-Espagne, Mexico. Du même coup, ils ont asséché la majorité des canaux existants pour éviter les inondations qui, selon eux, menaçaient la ville. Aujourd'hui, l'architecture hétéroclite de la ville témoigne de son passé parfois chaotique, mais aussi de ses envies de s'ouvrir vers une grande modernité. À Mexico, les sites historiques côtoient les plus hauts gratte-ciel d'Amérique latine. À 2 pas du vaste jardin public Alameda Central,
on retrouve l'impressionnant Palais des Beaux-Arts. L'édifice devient rapidement l'un de mes endroits préférés de la capitale. C'est un véritable temple des arts visuels au Mexique, avec ses 2 musées où l'on croise des œuvres des plus grands artistes muralistes du pays. C'est aussi un théâtre utilisé pour accueillir l'opéra, des concerts de musique classique et surtout le siège du ballet folklorique. Sa façade de style Art Nouveau est devenue un emblème de la capitale. Le dimanche, on s'y rassemble pour des événements, des spectacles. C'est un point de départ idéal pour explorer le centre historique de Mexico qui a été déclaré en 1998 patrimoine mondial de l'UNESCO. La relation de René de Rouen avec Mexico est née ici, dans ce quartier populaire, dès 1955. La place de la Révolution, communément appelée le Zócalo, est son point névralgique. À travers le monde, c'est la 3e place par la taille après la place rouge de Moscou et la place Tiananmen de Pékin. La cathédrale Metropolitana, la plus grande et la plus vieille des Amériques, attire immédiatement mon attention. Non seulement parce qu'elle est magnifique, mais aussi parce qu'elle penche dangereusement sur ses fondations, particulièrement à cause des nombreux séismes qui ont secoué la ville au cours des dernières années. À l'intérieur, j'y trouve d'ailleurs un pendule qui donne en temps réel l'inclinaison prise par la cathédrale au fil du temps. La cathédrale a été débutée par une église 3 ans après la conquête. Donc, c'est en 1524 qu'on a débuté ce qui allait devenir la cathédrale. C'est en 1530 qu'elle est devenue cathédrale. Puis, elle a été complètement reconstruite en 1570. Les travaux ont pris près de 240 ans avant d'être réellement complétés. On comprendra qu'au fil du temps, plusieurs architectes y ont mis leur créativité à l'œuvre, ce qui explique le métissage des styles du bâtiment qui passe par la Renaissance, le baroque et le néoclassicisme. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos. Mira tu vida. Ce qu'on dit sur la cathédrale, c'est qu'on a utilisé les pierres du Templo Mayor, qu'on a déconstruit au début des années 1520 pour construire la cathédrale. On a tout simplement pris la structure de pouvoir qui existait, on a coupé la tête dirigeante et les Espagnols se sont installés au-dessus de la pyramide sociale pour contrôler les populations. Il aura fallu attendre jusqu'en 1978 pour retrouver les vestiges précolombiens du Templo Mayor, le siège de l'Empire aztèque à Tenochtitlan. C'est pourtant d'imposantes structures qu'on a retrouvées enfouies sous les constructions coloniales. Avant la conquête, la grande pyramide du Templo Mayor était régulièrement utilisée pour y présider des sacrifices humains destinés aux dieux de leur mythologie aztèque. Les troupes espagnoles, à leur arrivée, auraient été effrayées par les traces de sang visibles sur le site. Avant l'arrivée des conquistadors, la cité était un important lieu d'échanges commerciaux des Amériques. Aujourd'hui, on pourrait presque dire que l'atmosphère n'a pas tellement changé. 1 million d'humains vont et viennent chaque jour dans le quartier pour acheter et vendre de la marchandise. Cette ambiance du passé se traduit aussi par les cérémonies de purification aztèques. Les concheros qui exécutent les danses rituelles se disent descendants des Mexicas, la première ethnie à avoir peuplé la vallée de Mexique. Ces danses leur permettraient de concrétiser une connexion avec le cosmos et d'honorer leur dieu. Ils bénissent les 4 points cardinaux avant de se lancer dans un très long enchaînement de pas qui semble les transcender. Des gens de tous âges participent à l'exécution de ces danses qui ont lieu un peu partout dans le quartier, mais particulièrement au pied de la cathédrale métropolitaine, à 2 pas du Zócalo.
Plusieurs des danseurs pratiquent ce rituel à des fins religieuses, mais d'autres le font tout simplement pour conserver une trace de l'histoire préhispanique du Mexique. Le Zócalo fait donc particulièrement écho à toutes les époques qui l'ont traversé. Elle est un lieu de rencontre, de protestation sociale en tout genre, comme lors de la Journée internationale des travailleurs, où les syndicats de tous les secteurs se réunissent pour dénoncer les inégalités. Tous les soirs à 18h, la garde nationale sort du Palais national et vient parader ici afin d'honorer le drapeau mexicain qui trône au centre du Zócalo. Cette cérémonie très solennelle attire les curieux sur les terrasses tout autour de la grande place. René Derouin invite des amis artistes depuis des décennies à venir discuter devant ce spectacle, en dégustant bien sûr un bon verre de tequila. Salut! Ils échangent sur leurs créations respectives en s'enivrant paisiblement de cette fameuse boisson distillée à base d'agave bleue. Le peuple mexicain aime la fête. C'est pas un secret pour personne. La tequila est indissociable de la culture festive du Mexique. Les conquistadors ont importé leur technique de distillation au 17e siècle et ont réussi à faire avec l'agave une des boissons qui est aujourd'hui l'une des plus consommées au monde. Toute la tequila du monde, soit 200 millions de litres par an, est produite dans la région de Jalisco, à 500 km à l'ouest de la capitale. Il existe maintenant des tequilas de très grande qualité qu'on absorbe paisiblement pour savourer ses arômes. Ces dernières années, la tequila a un peu de compétition. La boisson qu'on appelle mezcal, aussi produite avec l'agave, gagne en popularité dans les bars de Mexico. Le musée du mezcal et de la tequila propose d'ailleurs une expérience fascinante au sud du centre historique. On y retrouve une boutique où les amateurs peuvent retracer l'histoire et goûter à quelques grands crus. El mezcal. Sus características principales son aromas rústicos que se adquieren por la forma artesanal de producirlo. El mezcal literalmente huele a humo, es ahumado. Sí. ¿Siempre es ahumado? No necesariamente, aquí viene mucho de la región donde se produce. Un mezcal ahumado es común del estado de Oaxaca. Al final exhalas por la boca. La intensidad del sabor del mezcal siempre es mayor que el tequila. Aquí el gusto es ahumado, sí. Sabe a humo literalmente. Pero me encanta. Eso es muy bueno del mezcal. Más que ¿Sí? el tequila. Ah, sí, por supuesto, es algo muy característico. Salud. Devant le musée s'étend la Plaza Garibaldi, un endroit emblématique de la capitale qui est dédié à la musique traditionnelle mexicaine depuis le début du 20e siècle. Des groupes viennent des 4 coins de la ville pour se produire en échange de quelques pesos. C'est la Mecque de la culture mariachi, mais aussi de d'autres types de musique traditionnelle comme la música norteña ou ranchera. Impossible de rester insensible à ces rythmes qui se poursuivent toute la nuit.
Je poursuis ma soirée festive dans un autre endroit qui a su devenir mythique au fil du temps. Le salon Los Angeles a été créé en 1937 et peut accueillir jusqu'à 3000 danseurs lors de certains événements importants. Bienvenidas, como dice el dicho, quien no conoce Los Ángeles no conoce México, ¿sí? Adelante. Le salon Los Angeles a servi de toile de fond à plusieurs productions cinématographiques importantes, autant au Mexique qu'aux États-Unis. C'est vrai que le décor a une photogénie indéniable. Mais à mon avis, ce sont surtout les gens de tous âges qui s'y réunissent qui rendent le lieu si attrayant. Avec leurs plus beaux habits, les passionnés viennent entre autres se trémousser sur un genre musical qu'on appelle le danzón, qui tire ses racines de la culture cubaine. Nous voilà plongés dans une autre époque. Un peu partout, des hommes arborent le style flamboyant des pachucos, une sous-culture qui remonte aux années 1930 à 1950. Et que dire des femmes, avec leurs magnifiques robes à froufrou. Quelques matins par année, Mexico a des allures de ville fantôme avec son smog imposant. Le fait qu'elle soit nichée dans une cuve entourée de volcans empêche la combustion complète du carburant et entraîne ainsi de fortes émissions de monoxyde de carbone. La capitale n'a toutefois plus le titre honteux de ville la plus polluée au monde. Aujourd'hui, les autorités mexicaines appliquent régulièrement des mesures d'urgence environnementale, comme de limiter la circulation automobile à 1 journée par semaine pour les véhicules les plus polluants, et même d'interdire les voitures fabriquées avant 2005 dans le centre-ville. N'empêche que l'imposant parc automobile de Mexico et la nuisance sonore qui en découle demeurent un grave problème ici. Le dimanche, il y a une partie du boulevard Paseo de la Reforma qui est fermée à la circulation automobile pour laisser place aux cyclistes et aux coureurs. Il y a des vélos en libre-service qui deviennent assez populaires dans quelques secteurs de la ville. Pour se déplacer de manière écologique à Mexico, on peut aussi prendre le métro, souvent bondé mais très pratique pour atteindre tous les secteurs de la très vaste ville. Même si on l'imagine majoritairement bétonné, Mexico regorge heureusement d'espaces verts de très grande qualité. Je pense au parc Viveros de Coyoacán avec sa forêt mature ou encore au parc Mexico et España du chic quartier de la Condesa. On y promène paisiblement son chien de race en vêtements de course dernier cri. Le secteur a connu une période d'opulence de 1890 à 1950 et ça se reflète dans l'architecture art déco, mais aussi chez la population qui demeure l'une des plus aisées de la capitale. Parmi tous les parcs de Mexico, le plus attrayant, c'est à mon avis le Bosque Chapultepec, dont le nom nahuatl signifie « colline de la sauterelle ». 600 hectares de forêt et de lacs forment ce grand parc qui est particulièrement animé le dimanche lorsque des familles se réunissent par milliers autour des lieux de culture, des amuseurs publics et surtout des kiosques de bonbons et de barbe à papa. Au cœur du parc, j'aperçois la danse de la fertilité des fameux voladores, les hommes volants.
C'est un rituel ancien où des hommes suspendus par un pied à un mât de plus de 30 mètres exécutent une sorte de chorégraphie. La danse évoquerait le mythe de la naissance de l'univers pour plusieurs communautés autochtones. Dans la forêt de Chapultepec, on retrouve également un musée d'histoire, un musée d'art contemporain, un autre d'art moderne, ainsi que le très prestigieux Musée national d'anthropologie. C'est le plus important lieu destiné à la discipline dans le monde entier. J'y retrouve l'artiste René Derouin. Il a développé au fil de ses voyages en terre mexicaine une grande passion pour l'histoire des peuples autochtones. Il s'offre en quelque sorte un cadeau en venant séjourner ici pour inspirer sa future production. Le bâtiment a vu le jour en 1964 et a été imaginé par le célèbre architecte Pedro Ramírez Vázquez. Plus d'un demi-siècle après sa construction, les visiteurs peuvent témoigner de l'architecture visionnaire de l'endroit, avec notamment sa fontaine en forme de parapluie géant qui à elle seule vaut le détour. C'est sans oublier les jardins où l'on a recréé l'architecture de certaines civilisations. Chaque jour, René viendra y esquisser ses idées et en apprendre davantage sur les civilisations qui ont traversé le territoire mexicain. C'est comme une création que je suis en train de faire. C'est pas clair. Je suis pas un anthropologue, moi, je suis pas un historien, mais c'est une idée d'artiste qui me fascine depuis des années puis des années, de voir le lien entre les écritures anciennes et la société informatisée qu'on vit. Je trouve qu'il y a des parallèles au niveau des icônes et de l'écriture. Moi. Ça, c'est mon hypothèse de travail. Le musée conserve dans 23 salles d'immenses collections d'artefacts allant de la préhistoire à la conquête espagnole, en passant par les différentes civilisations qui ont traversé l'histoire du Mexique. Ça a été trouvé au Templo Mayor en 1790. Je trouve que le dessin ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait voir de la bande dessinée aujourd'hui avec des personnages très symboliques, mais c'est comme ça qu'on pouvait comprendre le langage. Dans la salle du fond, la pièce la plus mythique se dresse devant les visiteurs médusés. La Piedra del Sol, la pierre du soleil, celle qu'on connaît sous le nom du calendrier aztèque. Dans tous les reliefs précolombiens, on voit toujours cette forme-là qui m'a inspiré beaucoup dans mon œuvre. Là. On a toujours le cercle à l'intérieur d'un autre cercle et un autre cercle qui couvre la tête, les yeux, sur les joues. Et si on continue dans le motif, c'est toujours en courbe. Il n'y a jamais de ligne droite. On pourrait passer des jours à se promener ici pour mieux comprendre le territoire américain. Je suis témoin du travail acharné de René qui esquisse des personnages et des écritures qui ont marqué les peuples Olmèques, Mayas, Toltecs et Aztèques. Parmi les civilisations mises de l'avant ici, il y a le mystérieux peuple de Teotihuacan, une cité dont les experts ne savent toujours pas à quel groupe ethnique appartenaient précisément ses habitants, ni quelle langue y était parlée. Ce mystère archéologique m'intrigue au plus haut point. Je prends donc le bus en direction d'un tout autre décor, à 50 km au nord de Mexico. Je me dirige vers une nature qui rappelle les westerns mexicains où pullulent les cactus dans des paysages semi-désertiques. Teotihuacan, c'est vraiment l'apogée, c'est entre les années 200 et 700. On s'explique pas complètement pourquoi la chute de Teotihuacan. Il y a différentes théories. Peut-être une crise écologique comme telle, des années de famine. Peut-être aussi une rébellion. Ça, une partie de la ville avait été incendiée. Mais ce qu'on sait, c'est que Teotihuacan a perdu en importance à partir de l'année 700. Les Aztèques l'ont trouvé abandonné, et c'est eux qui l'ont appelé Teotihuacan, qui signifie le lieu où les dieux sont créés.
Selon des écrits du 16e siècle, des sacrifices humains étaient pratiqués ici tous les 20 ans. Teotihuacan était donc un lieu sacré, de valeur exceptionnelle pour les Aztèques. Aujourd'hui, c'est l'un des sites précolombiens les plus impressionnants en Amérique et bien entendu, il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme bien des sites de cette envergure, Teotihuacan est malheureusement victime de sa popularité. Des autobus déversent des milliers de touristes chaque jour. Les 2 pyramides grandioses dédiées à la Lune et au Soleil se retrouvent envahies de curieux, mais aussi de vendeurs qui essaient de profiter de l'achalandage avec des produits comme des sifflets qui imitent le jaguar. Je trouve ça vraiment impressionnant parce qu'on est tout près de la ville de Mexico, 21 millions d'habitants, puis dans le fond, cette cité-là existait avant que Mexico soit même l'idée d'une ville. La pyramide du Soleil est la 3e plus grande au monde, après celle de Khéops en Égypte et celle de Cholula, à moins de 2 heures de route d'ici. C'est seulement en 1971 que les archéologues ont validé que la structure était bel et bien dédiée au dieu Soleil dans la mythologie aztèque. Des artefacts dédiés à l'astre en question ont été retrouvés dans des caves sous la pyramide. D'ailleurs, l'astre solaire commence à se faire plutôt agressif ici. Difficile de trouver de l'ombre dans cette nature aride. C'est déjà le temps de retrouver le climat de printemps éternel de la ville de Mexico. Dans l'air de Mexico, ce n'est pas la pollution qui capte le plus mon attention. Ce sont plutôt les effluves de grillades qui semblent suspendus en permanence à la ville. C'est à mon avis la meilleure manière de découvrir la capitale. Il faut se laisser guider par les odeurs de nourriture. Ici, on mange partout, tout le temps, jour et nuit, dans les plus grands restaurants comme dans les puestos. Ces kiosques qui s'improvisent à presque chaque intersection. Pour quelques pesos, on peut attraper des fruits frais, un épi de maïs fromagé, épicé, couronné de quelques gouttes de lime, et même des sauterelles grillées qu'on appelle des chapulines, des chilangos en raffole. Moi, un peu moins, je dois vous l'avouer. Affirmer sans exagérer que Mexico est devenu une capitale gastronomique par excellence. Si je fais souvent le plein de saveurs sur le pouce dans une échoppe improvisée au coin d'une rue, il m'arrive de me mettre en beauté pour profiter des meilleures tables de la capitale. Quelques-uns des meilleurs chefs en Amérique sont installés à Mexico et remportent les plus grands honneurs à l'international. Ils sont nombreux à réinventer à leur manière la culture culinaire du Mexique et à faire renaître l'héritage préhispanique de certains ingrédients. C'est le cas du chef Enrique Olvera dans son restaurant Puyol, qui est classé dans les 50 meilleurs restaurants au monde. Yo estoy convencido que naces cocinero. O sea, no es algo que tú escoges, sino más bien la cocina te escoge a ti. Le plat vedette chez Puyol, c'est le mole madre, une sauce dense composée par une dizaine d'ingrédients, dont le cacao. Cette recette exquise cuit pendant plus de 1000 jours. Pues el mole es el platillo de celebración por excelencia en México. Cada pueblo tiene su mole, cada familia tiene su mole. Y nosotros queríamos tener nuestro mole, así que estuvimos trabajando varios años en cómo podíamos hacer un mole nuestro y un mole que estuviera más rico. La curiosité de mes papilles est insatiable. Je réalise que la cuisine mexicaine est beaucoup plus vaste qu'on peut se l'imaginer.
Elle a d'ailleurs obtenu le noble titre de patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO en 2010. J'ai rencontré l'auteur et chercheur Cristina Barros qui a contribué au dossier qui a valu au Mexique cette immense reconnaissance. La cocina mexicana es diversidad, es tan diversa como los paisajes de México, que son múltiples, desiertos, selvas, montañas, valles, bosques, de acuerdo a lo que recolectan, de acuerdo a lo que cazan, de acuerdo a lo que pescan y también de acuerdo a lo que cultivan. Y la cocina mexicana es maíz, ¿no? Muy especialmente es maíz. La cocina mexicana también es comunitaria, es familiar, es unión, es raíz. J'ai ensuite visité le chef Ricardo Muñoz Zurita à son restaurant Azul. Il est devenu une espèce d'anthropologue de la cuisine du Mexique. Ses recherches l'ont amené à répertorier les aliments phares des plats de son pays. El ingrediente rey de la cocina mexicana, porque además hay muchos, no solamente hay uno, es el chile. Y muy contrariamente a lo que mucha gente pensaría, que solamente es un elemento que pica, es un elemento que da sabor, porque a ver, hay chiles que son ahumados, hay chiles que son frescos, hay chiles que son secos, entonces hay una gran gama de sabores y no se cocina solamente con chile, sino que se mezclan con jitomate, ¿no? Se mezclan con nueces, se mezclan con cacahuates, con ajonjolí. Solo un taco de chorizo. Les tacos font vraiment partie du quotidien des Chilangos. À mon plus grand plaisir, je l'avoue. On les attrape aux petites heures du matin dans un kiosque informel, mais aussi dans les nouveaux restos tendances où on les réinvente. La capitale est un peu le berceau de cette culture gastronomique. C'est ici que serait né le fameux taco al pastor. Un peu comme avec la poutine chez nous, plusieurs restaurants se disputent son invention. Mais j'ai rencontré ceux qui semblaient le clamer un peu plus fort que les autres. Le restaurant El Tizoncito célèbre son 50e anniversaire d'existence et surfe sur le titre de créateur de la recette al pastor depuis presque autant d'années. El comer un taco y agregarle en la tortilla pues varios ingredientes diferentes hace que sea más práctico, a veces para la gente que tiene prisa. Pero yo creo que lo importante es el sabor que tiene, el que lo puedas preparar a tu modo, poniéndole limón, poniéndole salsa, poniéndole diferentes ingredientes. Eso es lo que enamora del taco. No hay una receta de un solo taco, sino podemos hacer tacos de pollo, tacos de costilla, de bistec o los mismísimos tacos al pastor. Entonces, pues hay una gran diversidad para los mexicanos y es como en otros países puede haber algunos alimentos muy emblemáticos. Bueno, para nosotros es el taco y lo más importante es que no nada más es para los mexicanos, ya está siendo para muchos países más. Pour préparer la viande al pastor, on marine du porc dans un mélange d'épices, de piments, d'ananas, puis on le cuit à la flamme sur une rôtisserie verticale appelée trompo. C'est une technique qui s'apparente à celle du kebab en Afrique du Nord. Les cuisiniers ont développé une dextérité impressionnante pour l'assemblage des tacos. Mais bon, l'humain n'est pas infaillible aux petites erreurs. J'observe le tout d'un œil impressionné, mais rapidement, on m'incite à tenter l'expérience. Je vais faire un taco al pastor. Je vais préparer ça. On m'a donné des instructions, j'ai rien compris. Tout va bien. Avec le chapeau. Oups. Le monsieur, il a eu un petit peu chaud. OK. Je pense que ma tête est plus grosse que la sienne. OK. C'est plus. Déjà. Parfait. Je gagnerais pas des concours de vitesse, en tout cas. Tortilla. Tortilla. Es difícil. Sí, ¿me puede mostrar otra vez? Sí. ¿Así? Páralo, Sí. así. Páralo. Así, páralo. Sí. Páralo. Así, ok, para que sea un poquito más... Así. ¿Sí? Ok. No pasa nada, Ok. Y luego la piña. Sí.
Así va. Agarra. Así. ¿Ya vio? Je suis vraiment pas... Je découvre que mon talent pour couper un ananas et le lancer dans un tortilla est plutôt limité. Moi, j'excelle dans l'art de la dégustation. Et là-dessus, je ne fais pas qu'exceller, je suis une experte. Rico. Entre la gastronomie, l'histoire et les découvertes culturelles, René et moi prenons un grand plaisir à sillonner la ville du nord au sud, mais surtout à faire des rencontres avec des chilangos généreux qui ont à cœur leur capitale. Elle a peut-être bien des défauts, mais comme nos meilleurs amis, on finit par l'aimer pour ses imperfections. L'aventure n'est pas terminée. René débute à peine son projet de création. De mon côté, je ne fais que commencer à découvrir les différents quartiers de la ville. On se retrouve après l'entracte pour d'autres aventures à saveur mexicaine. Le boulevard Paseo de la Reforma se déploie sur 15 km et se met en beauté le week-end pour accueillir les coureurs et les cyclistes. Sur cette artère très moderne, on côtoie quelques-uns des plus impressionnants gratte-ciels d'Amérique latine, comme la Torre Mayor, avec ses 225 mètres de hauteur. Les hôtels les plus luxueux de la ville s'enchaînent ici, comme l'hôtel Presidente Intercontinental, qui a été pendant une période l'édifice le plus haut de la ville. L'hôtel abrite la plus grande suite en Amérique latine, qui a accueilli entre autres l'ancien président américain Barack Obama. Paseo de la Reforma. Chaque rond-point révèle des pans de l'histoire qui ont marqué la capitale. Il y a d'abord la statue de Cuauhtémoc, le dernier empereur aztèque, qui a résisté courageusement à l'arrivée des Espagnols. Il serait resté impassible devant la torture lorsque les conquistadors lui ont demandé de révéler où se cachaient les trésors de l'Empire. Ensuite, il y a l'impressionnant Ange de l'Indépendance. Cette colonne de 45 mètres a été construite en 1910 pour célébrer le centenaire de l'indépendance du Mexique. Cette déesse de la victoire est devenue l'épicentre des festivités et des manifestations nationales. Ce matin, j'y rejoins l'artiste René de Rouen qui m'apprend que des milliers de personnes se réunissent ici pour dénoncer les politiques de division d'un gouvernement que vous connaissez bien. Aujourd'hui, c'est une grande manifestation contre le mur, contre les politiques de Donald Trump. Puis tantôt, je voyais une grande banderole. Le président américain détruit l'Amérique. C'est une idée phare, l'Amérique, ça. Alors, c'est comme ça qu'on excluait la part des Latinos de l'Amérique. Voyant les politiques américaines se détériorer, j'ai dit, bon, comme artiste, sur le plan culturel, il faut que je prenne position, il faut que je sois engagé. Bon, c'est un peu dans la tradition des muralistes. C'est une grande muraille qui serait sur le mur que Donald Trump veut construire. Il n'y a pas un meilleur endroit pour réfléchir à cette idée-là, à même l'esquisser, le réaliser, on verra. Créer une murale pour dénoncer des politiques de division. La nouvelle idée de René de Rouen me plaît particulièrement. Dans les rues de Mexico, on croise d'ailleurs une panoplie de murales urbaines qui colorent l'espace public. Elles sont magnifiques. Par contre, elles n'ont souvent pas la même fonction politique que les fresques des muralistes, ce mouvement artistique qui a marqué le début du 20e siècle au Mexique.
L'Université nationale autonome du Mexique, plus connue sous le nom de la UNAM, ne se contente pas d'accueillir la plus importante institution éducative du pays. Elle est jalonnée de fresques signées Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, des artistes qui ont marqué le puissant courant des muralistes mexicains. René a fréquenté l'établissement il y a plus de 60 ans, peu après l'ouverture officielle. Juste ici à côté, on la verra, l'édifice tantôt. Ça, c'était déjà construit. La plupart des autres bâtiments étaient en construction parce que c'était inauguré en 57. À l'arrière, là, les murales de Siqueiros, les édifices étaient construits, les murales étaient en réalisation. Mais moi, ce qui m'impressionnait, c'était l'espace public. On sent, regarde, tout le monde se promène partout. Alors, on passe d'un édifice à un autre, puis il y a des tunnels en dessous aussi. Avec près de 200 000 étudiants et 30 000 enseignants et chercheurs, c'est la plus grande université d'Amérique latine. La fresque de l'artiste Juan O'Gorman sur la bibliothèque centrale représente le cœur de la cité universitaire. Écoute, ça fait 60 ans de ça. Et la mosaïque, c'est tout fait avec des pierres du Mexique. C'est toutes des petites pierres, toutes les couleurs. Et ça représente l'iconographie. On voit l'église au début, on voit le Parthénon, puis on voit l'aigle aztèque en haut. L'aigle aztèque, la santé, l'éducation. C'est pas un tableau, c'est une intégration d'architecture. La UNAM est une université publique. Ici, 60% des étudiants sont issus de couches populaires. Le coût par semestre équivaut à un maigre 5 sous. La cité universitaire s'étend sur près de 6 000 hectares au sud de la mégapole. On y retrouve un stade olympique qui peut accueillir plus de 60 000 personnes et aussi l'un des plus importants musées d'art contemporain du pays, le MOAC. Des étudiants en architecture accueillent les visiteurs sur le campus pour leur dresser l'histoire de l'université, devenue une grande fierté pour les habitants de la capitale. La UNAM es probablemente la universidad más importante de México y la que todavía tiene este prestigio más conservado. Es una universidad pública y eso lo hace también aún más importante. Y además se considera que no solamente debe de ser un referente a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano. Esto surge desde la concepción de la universidad. Passe un certain temps au Mexique, on comprend que dans la culture, le dimanche, c'est la journée de réunion des familles du pays. C'est aussi le jour du Seigneur pour bien des chilangos de foi catholique. Ils sont très nombreux à se rassembler autour de la basilique Notre-Dame de Guadalupe, sur la colline de Tepeyac. C'est le lieu de culte catholique le plus visité au monde après le Vatican. Les fidèles célèbrent ici l'apparition de la Vierge de Guadalupe devant 2 autochtones convertis au catholicisme peu après la conquête espagnole. Cet ensemble d'édifices religieux propose une ambiance particulièrement familiale. La basilique de Notre-Dame de Guadalupe est le principal bâtiment du sanctuaire. Elle a remplacé l'ancienne église en 1976 et a été réalisée par Pedro Ramírez Vázquez, le fameux architecte du Musée national d'anthropologie. Le lieu peut accueillir pas moins de 15 000 fidèles à la fois. Aujourd'hui, ils sont nombreux à venir saluer le prestigieux passage du cardinal Carlos Aguiar Retes, nommé récemment par le pape François.
Il reste que le Mexique est une population fort croyante. Aujourd'hui, on voit des changements pas aussi importants qu'au Guatemala ou au Brésil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de conversions pour les groupes évangéliques. Les gens ne deviennent pas protestants dans les mêmes nombres qu'au Guatemala, en Amérique centrale et au Brésil, mais quand même, il y a un mouvement en ce sens-là. Les gens sont un peu moins catholiques qu'ils l'étaient auparavant. N'empêche, il y a encore jusqu'à une trentaine de messes par jour qui peuvent être célébrées ici. On apporte des offrandes, on allume des bougies, on salue la Vierge qui a su réunir les communautés autochtones et métisses autour d'un même symbole. Du Canada jusqu'en Argentine, plusieurs églises sont dédiées à la Vierge de Guadalupe, devenue la sainte patronne de la ville de Mexico. Un autre site qui attire particulièrement les Chilangos en famille le dimanche se situe à une trentaine de kilomètres au sud du centre. Dans le parc écologique de Xochimilco, on comprend mieux pourquoi le conquistador Hernán Cortés a comparé Tenochtitlan à la ville de Venise. Les Espagnols ont drainé la majorité des canaux pour contrôler les inondations qui menaçaient le territoire. Aujourd'hui, on a préservé près de 200 km de voies navigables où l'on peut croiser de nombreuses terres cultivables. Xochimilco est maintenant réputé pour son atmosphère festive où l'on troque la congestion automobile de Mexico pour celle des parcs multicolores. On choisit sa trajinera, son embarcation, qui porte généralement un prénom féminin, et on se laisse porter par le batelier pendant 1 heure ou 2. Au XIVe siècle, les Aztèques ont conçu ces étonnants jardins flottants pour faciliter le transport de nourriture dans la ville. Ce sont maintenant les vendeurs clandestins qui viennent s'amarrer au bateau des promeneurs pour vendre des fleurs, de la bière, du maïs. Y para mí sería en un vaso. ¿Mayonesa aquí de Chile? Sí, mayonesa y chile. Sí. C'est vraiment drôle parce qu'en ce moment, on est dans une lancha, un bateau public. Et notre groupe est vraiment tranquille, mais tous les bateaux sont vraiment en fête. J'ai comme l'impression qu'on a pris le bateau plate. Il faudrait qu'il y ait un bateau d'alcool qui arrive. Je prédis un bateau de margarita dans quelques minutes. Le clou du spectacle, ce sont les groupes de musiciens qui donnent vraiment le ton à la fête. Pour quelques pesos, on peut écouter la chanson traditionnelle mexicaine de son choix. Je rencontre Octavio Acosta Sanchez, un jeune homme qui s'est sauvé de la délinquance grâce à son amour de la musique. Es por la música tradicional. Por ejemplo, yo toco la música norteña. Los señores van tocando música mariachi. También hay diferentes géneros como la marimba. Marimba y trío. Realmente no sé si ande por aquí algún trío, alguna marimba. La gente muchas veces en esa forma en la música como que se escapa de los problemas realmente. Aquí podrá haber mucha gente que está triste y de repente escucha canciones y se pone muy contenta. Pienso que la música es muy importante para la sociedad mexicana porque somos también, a pesar de todo lo que pasamos, de todo lo que nos vivimos, somos muy alegres. La biodiversité exceptionnelle des voies aquatiques de Xochimilco est malheureusement menacée par l'urbanisation sauvage qui l'entoure. Le tourisme prend aussi de plus en plus d'ampleur. Plus d'1 million de visiteurs ont sillonné les canaux au cours de la dernière année. La pollution est un enjeu important, mais les autorités tardent à trouver des solutions. Le nom Xochimilco signifie « là où poussent les fleurs » dans la langue nahuatl. Le
Le plus grand marché horticole en Amérique latine s'étend ici. S'enchaînent des centaines de kiosques entretenus par des passionnés. Beaucoup de cultivateurs viennent de l'État voisin de Morelos, qui est reconnu pour son climat de printemps éternel, parfait pour y faire pousser une grande variété de fleurs, de plantes et d'arbres. Hemos cultivado, bueno, desde que yo tengo este negocito de plantas, yo lo he cultivado, o sea, mi esposo, mis hijos, ellos todo esto lo trabajan. Entonces a mí me encantan las plantas, o sea, todo. Y me gusta, o sea, es mi negocio que a mí me gusta. Entonces yo me puedo levantar a las 2, 3 de la mañana, para mí no hay ningún problema. Yo me levanto con todo el gusto, ¿por qué? Porque voy a venir a atender a mis clientes. Me están esperando, pues, me están esperando. Y la que yo no vengo, señora, no vino, la andaba buscando. Todo esto que ven, vea lo bonito que está. Il n'y a pas qu'à Xochimilco qu'on peut se perdre dans un marché. Il y en a près de 300 qui s'éveillent chaque matin dans tous les quartiers de la capitale. C'est peut-être le visage le plus authentique de Mexico. Il n'est pas exagéré de dire que ces lieux uniques sont des noyaux économiques et sociaux pour les quartiers qui les accueillent. Entrer dans un marché ici, c'est souvent s'offrir un spectacle coloré, mais surtout sonore. Les plus grands marchés, comme celui de la Merced dans le centre historique, sont carrément des labyrinthes qui occupent plusieurs kilomètres de superficie. Il règne souvent un sympathique chaos dans lequel les odeurs se bousculent pour le meilleur et pour le pire. Aucune autre ville du pays n'offre autant de diversité. C'est pourquoi on vient parfois de très loin pour choisir des produits. Nourriture, artisanat, vêtements, médecine traditionnelle, à chaque marché sa vocation. Si on ne trouve pas tout ce qu'on veut ici, on ne trouve rien. Même que si vous êtes un amateur de crottes de fromage, vous serez servi. Ici, on en vend en gros. Les rencontres peuvent être étonnantes, comme celle que j'ai faite avec ce 10 heures de bonne aventure excentrique, un peu alcoolo. ¿Cómo se llama usted? Yo, Gustavo Silva Cortés. Gustavo Elías Silva. Esta es la luna y su vida va a ser negra en ciertos momentos, de acuerdo a como tú quieras. Okay. Bueno, Dios te bendiga. Gracias. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. La grande diversité des marchés est à l'image de cette capitale très hétéroclite. Le quartier La Roma est un de mes secteurs préférés. Probablement grâce à son ambiance cosmopolite, ses galeries d'art, ses petits cafés branchés, son art public. Dans le quartier, j'aime parcourir le marché El Cien, avec ses étals de produits organiques et bio qui s'adressent, il faut le dire, à une clientèle nettement plus aisée. Chaque dimanche, des agriculteurs s'installent ici, avec bien sûr l'idée de faire un peu d'argent, mais aussi celle de changer l'image de leur ville et de ses habitudes de consommation. Le marché El Cien, c'est un marché qui a le but de promouvoir une culture de l'alimentation locale, écologique et juste. Cindy Hernandez a vécu quelques années au Québec pour y faire ses études en agronomie. Elle habite à nouveau les environs de Mexico et est l'une des fondatrices de ce charmant marché. Moi, je m'inspirais d'un projet qui
qui s'appelle le Jardin de la Grelinette. Alors, c'est très proche à Sherbrooke. Je pense que c'est une bonne idée parce que nous sommes les personnes qui peuvent changer. Comment on peut percevoir notre manière d'alimenter? C'est pas chic à manger, mais c'est vraiment bon. C'est souvent en passant d'un marché à l'autre qu'on mesure les grands écarts de richesse à Mexico. Dans le quartier plus bourgeois de San Ángel, le bazar Sabado propose entre autres un artisanat de luxe pour les plus nantis et même des vêtements de designers mexicains. Les marchés deviennent réellement des lieux d'échange où l'on prend souvent le temps de s'asseoir à un comptoir pour déguster un plat abordable. Dans le marché de Coyoacán, je découvre le paradis de la tostada, ce tortilla circulaire croustillant qu'on garnit à son goût. Mira, este es muy tradicional aquí, es la pata de res. Pata de res es la más pedida, o la tinga de pollo también es muy pedida, muy demandada. L'abondance est reine ici. On mange bien pour quelques dizaines de pesos sans s'éterniser sur les tabourets inconfortables. Voy a pedir otra. Sería una tostada de ceviche de camarón. Sí. Le cuisinier s'exécute rapidement. Ses gestes, il les répète des centaines de fois par jour. Il est fidèle au poste et m'explique qu'il tient commerce avec fierté depuis plus d'une dizaine d'années. Sa vie est ici. Mais son rêve, c'est d'ouvrir un jour son propre restaurant, sûrement dans le même quartier. Provecho. Hemos trabajado aquí desde pequeños y pues así que como Coyoacán no hay otro, ¿eh? Donc, le dimanche à Mexico, c'est l'église, c'est la famille, les marchés et aussi une soirée à la lucha libre, la lutte mexicaine. Autour de la salle de spectacle, les vendeurs des fameux masques de lutteurs font de bonnes affaires malgré la pluie qui nous a surpris ce soir. Je suis bien excitée d'aller voir de la lucha libre. Mais il faut que je m'achète un masque avant. S'acheter un masque, c'est un impératif pour se mettre dans l'ambiance. Son los más populares. ¿Y por qué son más populares? Místico, son los que la gente más apoya. Pero tengo de otros luchadores. OK. Tengo Dr. Wagner, tengo Sam. OK, je suis prête. Je suis prête. Je me retrouve dans l'Arena Mexico, la plus grande salle dédiée à la lutte au pays. Quand on entre ici, il ne faut surtout pas se prendre au sérieux. Les gens hurlent leur partisanerie avec un enthousiasme contagieux et on finit par se prendre au jeu. Je commence à m'intéresser au sport quand je vois des femmes prendre l'arène. La vaquerita a choisi de ne pas enlever son masque pour discuter avec moi, ni de me dire son vrai nom. Ce serait pour préserver son personnage et le dissocier de sa réelle identité. Mi inicio en la lucha fue casualidad, porque en mi familia no hay luchadores. Me acuerdo que entré a la Arena Coliseo de Guadalajara por equivocación, porque vi muchísima gente formada, pero no sabía qué había. Entré y en esa ocasión hubo lucha de mujeres y a los 15 días yo ya estaba entrenando. O sea, fue un conecte impresionante donde dije, quiero ser luchadora. Le Mexique est une société qui a encore de grands défis autour de l'égalité des sexes. Et dans un univers comme la lutte, les clichés sexistes se multiplient. Selon la vaquerita, rares sont les soirs où elle et ses collègues ne seront pas criés de gentilles phrases du genre « retourne faire la vaisselle ».
si hay pequeñitas que quieren ser luchadoras, yo lo que les digo es que se preparen bien, que tengan la base, que viene siendo lucha olímpica, y nada más con preparación. Y claro que se puede que una niña pueda ser una excelente luchadora con sus años de preparación, porque ya no hay sexo débil, ya tenemos los mismos derechos, o por lo menos estamos en eso, y tenemos las mismas capacidades de los hombres. Mexico, c'est le mélange de cultures populaires comme la lutte ou les mariachis avec une culture d'intellectuels. Le plaisir, c'est de valser entre les deux. Après avoir admiré les murales de la UNAM, il était naturel pour René de se retrouver au Palais national, devant le Zócalo, où l'on retrouve les plus belles œuvres du muraliste Diego Rivera. René retrouve son ami Montserrat Gali, qui est une grande historienne de l'art au Mexique. C'est sans aucun doute la meilleure référence pour revisiter les œuvres de Diego, dont les murales sont indissociables de ses convictions sociales et de sa fascination pour le passé préhispanique du Mexique. Je me suis dit, comme artiste, il faut que je m'engage publiquement en disant, je vais faire le mur des rapaces. C'est très intelligent ce qu'il a fait Diego. Mais oui, moi je trouve que c'est... Oui, c'est très intelligent. T'apprends beaucoup de choses, comme un livre ouvert. Oui. T'apprends, bon, il y avait des cultures. Il y avait le savoir, il y avait des connaissances, il y avait des techniques, il y avait tout ça. Oui, bien sûr. Le muralisme mexicain est né à la suite de la Révolution mexicaine de 1910. Avec cet art naïf, les artistes du courant ont prétendu donner une vision de l'histoire à l'ensemble du peuple mexicain, peu importe sa classe sociale et son niveau d'alphabétisation. Selon l'historienne Montserrat Gali, l'art n'a pas nécessairement eu la résonance souhaitée dans la population à l'époque et est plutôt demeuré un art d'intellectuel associé au communisme. Aujourd'hui, le muralisme est malgré tout une des grandes fiertés de la culture mexicaine. Dans la même ambiance, je m'offre une balade dans le quartier de Coyoacán, qui a longtemps été considéré comme un village à l'extérieur de Mexico. La ville l'a toutefois absorbé au 20e siècle pour en faire l'une de ses 16 délégations. Coyoacán signifie place des coyotes en langue nahuatl. L'ambiance de ces ruelles et de ces espaces publics est charmante et unique. Le dimanche, les visiteurs et les chiens sont particulièrement nombreux à venir profiter des lieux. C'est sans aucun doute le secteur le plus visité de la ville, avec la fameuse Casa Azul, la maison bleue de Frida Kahlo, qui a été transformée en musée en l'honneur de la célèbre artiste, qui est en fait la femme du muraliste Diego Rivera. Ici, les files d'attente ne cessent pratiquement jamais. Je vais payer aujourd'hui avec un billet de 500 pesos. D'un côté, il y a la photo le dessin de Diego Rivera, et de l'autre côté, Frida Kahlo. En fait, c'est un autoportrait qu'elle a fait et qui se retrouve maintenant sur les billets de 500 pesos. Vous comprenez que Diego Rivera et Frida Kahlo sont de réelles icônes de la culture mexicaine. Frida est née dans cette maison, elle y a créé et elle y est décédée en 1954 avec son mari Diego à son chevet. C'est un peu difficile de savoir ce qui était vraiment là et ce qui a été reconstitué, mais c'est vraiment un musée super intéressant parce qu'on retrouve vraiment des œuvres de toutes les périodes de Frida et de Diego Rivera. Ah, OK, c'est pas bien. On peut pas filmer dans le musée. Le couple d'artistes a connu une relation tumultueuse, marquée par les crises et l'adultère. Frida est devenue, malgré elle, et ce, bien après sa mort, une image du féminisme et de la mode. On se réapproprie son visage partout à travers le monde pour en faire des produits en tout genre. Je ne sais pas ce que penserait Frida, la grande communiste, de toute la consommation générée par son image. Je
rencontre la petite nièce de Frida Kahlo, elle-même artiste. Cristina Kahlo est photographe et produit des œuvres teintées par la géométrie, mais aussi par la culture de son pays. Elle a sa théorie sur l'intérêt immense que porte la société mexicaine à l'égard de sa grande tante. Más que nada es como si Frida Kahlo se convirtiera en una amiga de todos, ¿no? O sea, al ser su obra una autorrepresentación, o sea, Frida Kahlo todo el tiempo está hablándonos a través de su pintura de su persona, ¿no? Cuando se pelea con Diego Rivera, cuando está triste, cuando se siente lastimada, cuando pierde al bebé. Y cuando nosotros como espectadores vemos eso, nos sentimos confidentes, nos sentimos como cuando tienes una gran amiga que te cuenta una confidencia, tú cuentas otra confidencia. Frida a connu un destin pour le moins tragique. Tout au long de sa vie, elle garde une santé fragile. Elle souffre de poliomyélite depuis l'âge de 6 ans. À l'adolescence, elle est victime d'un grave accident de tramway. Toute sa vie, elle subit de nombreuses interventions chirurgicales qui l'obligent à rester couchée sur un lit d'hôpital. Elle se sert de son reflet comme modèle. C'est probablement l'élément déclencheur de la longue série d'autoportraits qu'elle va réaliser. Sur les 143 tableaux qu'elle aura faits au cours de sa vie, 55 la représentent. Un peu plus au sud, le musée Dolores Olmedo propose la plus importante collection d'œuvres de Frida Kahlo et Diego Rivera. Régulièrement, les toiles s'absentent du musée pour voyager aux 4 coins du monde. Dolores Olmedo fue una gran mujer promotora de la cultura y el arte mexicano. Fue de las primeras mujeres empresarias de México. También una gran mujer filántropa, ¿no? En el sentido de que fue una mujer muy generosa al dejarnos esta casa y sus colecciones de arte, ¿no? Para el disfrute tanto del pueblo de México como del mundo. Dolores Olmedo était en plus de tout ça une grande amie de Diego Rivera et parfois même une modèle pour ses toiles. En 1960, Dolores a acheté cette somptueuse demeure datant du 16e siècle. Le musée est entouré d'arbres et de plantes indigènes où se baladent des pans qui ne se gênent pas pour dévoiler leurs plus beaux atouts. Quelques chiens sans poils traînent ici et là. La race des Choloquiltes était la préférée de Diego qui en avait offert un à Dolores. La relación del pueblo mexicano con Diego y Frida es muy personal. Les hablamos de tú. Son Diego y Frida. Sí, cuando tú dices Diego y Frida, la gente sabe que estás hablando de Diego Rivera y Frida Kahlo. Dans le quartier San Angel, le studio maison de Diego Rivera et Frida Kahlo est l'un des monuments culturels les plus importants de Mexico. Pendant une période, c'était le lieu de résidence et de travail des deux artistes. C'est aussi l'une des premières constructions du mouvement moderne en Amérique. Le peintre et architecte mexicain Juan O'Gorman, un ami personnel de Diego, est responsable du projet qui est né dans les années 30. À l'époque, ces bâtiments très rationnels étaient complètement en rupture avec les conventions de l'architecture mexicaine. La construction a provoqué une petite controverse dans la population. Mais on sait aujourd'hui que ces théories étaient en accord avec les pensées d'architectes importants, comme Le Corbusier en Europe. Hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Je profite de mes derniers moments en Mexico. Entre l'abîme et le sublime, cette mégapole me fait vibrer avec son séduisant chaos et sa surprenante démesure. Dans ma tête se bousculent les fleurs, les couleurs de ses fêtes, l'art populaire et bien sûr les saveurs de sa cuisine aux possibilités infinies.
Cette culture riche et en constante ébullition est fièrement portée par une nation métissée. René Dorouin a compris tout ça bien avant moi. Ses séjours prolongés dans les années 1950 ont consolidé en lui un lien privilégié avec ce coin de pays. Dès son retour au Québec, il s'est mis au travail. De son séjour est née une murale qui propose un pied de nez au mur gris envisagé par le gouvernement américain à sa frontière sud. Ça m'a beaucoup énergisé. J'ai eu beaucoup d'énergie. Cette ville-là m'a fasciné. J'ai rencontré beaucoup de gens. L'œuvre que je fais actuellement, elle me porte vers l'avenir. Ça peut être la dernière. On s'en est rendu compte à Mexico que tellement ça m'envahissait. Tous les jours, je voyais que c'est ça qui est en train de se construire, une Amérique divisée, coupée en deux. L'artiste ne trouve pas la solution aux problèmes politiques. Il s'interroge. Il laisse voir. Le mur des rapaces. Il souhaite rappeler à travers l'art que nous sommes unis du nord au sud par les mêmes enjeux, que nous ne sommes pas si différents et qu'il faut cesser de tenter de nous diviser. Après ce premier périple dans la capitale mexicaine, j'y suis retournée encore et encore. Et chaque fois qu'un voyage se termine, j'ai l'impression de m'arracher à une partie de moi. Chaque fois, je me désole de ne pas avoir réussi à tout absorber pendant mon séjour. Je regrette tel ou tel musée que je n'ai pas visité, ce marché que j'aurais voulu arpenter, ces gens que j'aurais voulu connaître davantage. Je retiens de mes séjours à Mexico une grande proximité intellectuelle et culturelle entre nos deux peuples que nous réussirons, j'espère, à intensifier. J'ai envie de souhaiter au peuple mexicain une vie politique plus stable, loin de la corruption, pour qu'il puisse aller de l'avant dans la dignité. C'était Mexico, cœur vibrant des Amériques. C'est écrit dans le ciel, c'est certain. C'est écrit dans le ciel, je reviendrai. Je m'ennuierai de tes odeurs, je m'ennuierai de tes saveurs, je m'ennuierai de tes couleurs, je m'ennuierai de tes vendeurs. Mexico,